l'épreuve, c'est le zigzag. Oh, fascinant! La tournante. Extraordinaire! Les moulins, les fameux moulins. Magistral! Le crocodile a toujours été sa bête noire. Nicolas! Nicolas sur le verre. Et c'est un... Période où ils étaient morts. L'expérience la plus commune parle d'un voyage paisible à travers un long tunnel vers une source de lumière éclatante. Il n'existe aucune véritable explication du phénomène, mais il se pourrait que les neurotransmetteurs du cerveau déclenchent un bombardement massif de neurones, ce qui provoquerait l'hallucination. Les neurones sont les matériaux de base du cerveau. Il en contient des dizaines de milliards. Et c'est l'interaction entre ces neurones qui est à la base de toutes nos pensées et de toutes nos actions. En utilisant un des superordinateurs les plus puissants au monde, les scientifiques sont arrivés à fabriquer un neurone virtuel, appelé la cellule Purkinje. C'est l'un des plus gros neurones de notre cerveau. Mais pour faire une simulation du fonctionnement du cerveau tout entier, on devrait utiliser tous les ordinateurs de la Terre. Grâce au logiciel de simulation en 3 dimensions, les scientifiques peuvent maintenant se déplacer au fond d'un océan virtuel. Les cartes topographiques sont obtenues au moyen d'une bouée qui émet des ondes se réfléchissant au fond de la mer. De la même manière que notre ami le dauphin, la bouée, en faisant usage du sonar, peut voir même à travers l'eau la plus embrouillée. Et cela nous ramène là où notre hyperlien avait commencé. Avenir à la conquête du futur. Des édifices qui s'ajustent aux conditions climatiques et des animaux qui réagissent à leur environnement dans de nouveaux zoos mieux adaptés. Allez, tout le monde ensemble! Bonjour, Toto! Bonjour, Toto! Bonjour, Toto. Bonjour, Toto! Ok, ça suffit. C'est assez. Toto! Vous ne l'aimez pas? Ne payez pas pour lui. Toto! Bonjour, Toto! Avec les forfaits Bell Express Vue, prenez le contrôle de la télé. Voici l'Acura MDX. Jamais un utilitaire sport n'est allé aussi loin. Savez-vous jusqu'à quel point la technologie de la course automobile affecte votre bolide? Comment elle contribue à la direction, à la suspension, au freinage et à la performance de votre moteur? Probablement pas. Car si vous le saviez, vous feriez sûrement comme lui. Le Grand Est, dimanche, 17h30. Nous les pensions négligées par la nature, d'innocentes victimes de la roulette russe biologique. Nous avions tort. Patrick Masbourian, Philippe Desrosiers, Pascal Forget, Christian Page, Carlos Soldevilla et Hugues Savoie, Marie-Julie Gagnon, Marie-Pierre Élie, Brigitte Cheb. L'horreur est enfin arrivée. La revanche des nerds, du lundi au jeudi, 19h. Et lo score! Pedro Guelfucci, Corsica. Un magnifique album rempli d'amour et de tendresse. Des grands succès incluant Situ, L'Acquaviva, Giulia, Corsica. Des chansons inoubliables. Pedro Guelfucci, son album Corsica, en vente partout. Qu'est-ce que votre futur vous réserve? Faites un saut dans le futur. Chez Future Shop.
technologie d'aujourd'hui au plus bas prix garanti. Futur Shop, vous sauverez sur votre futur de réserve. En magasin et en ligne. Les éléments se déchaînent souvent avec des conséquences catastrophiques. Nos maisons et nos édifices ne sont pas toujours en mesure de résister aux tornades et aux tremblements de terre. Mais grâce à une nouvelle approche technologique, les structures de l'avenir vont peut-être mieux résister à l'assaut des forces de la nature. Le concept appelé soutien architectural fait appel à une technologie semblable à celle qu'on utilise pour surveiller les réserves américaines d'armement nucléaire. C'est une combinaison d'expérimentation haute technologie, d'enregistrement de données et de simulation informatique de situations catastrophiques. Cela a pour but d'améliorer la sécurité et la fiabilité de nos structures en les rendant plus intelligentes, pas nécessairement en les construisant plus solides. Rudy Matalucci dirige l'équipe d'ingénieurs en soutien architectural des laboratoires nationaux Sandian du Nouveau-Mexique. On tente d'encourager les ingénieurs à élaborer des solutions autres que celles que l'on retrouve dans les codes du bâtiment existant. Nous examinons un édifice comme s'il s'agissait d'une structure vivante de manière à pouvoir comprendre comment il va réagir au vent ou au tremblement de terre. L'idée est de surveiller les structures de la même manière qu'un médecin surveille un corps humain. Ainsi, à mesure que l'édifice vieillit, nous pouvons avoir une image assez précise des endroits où il se détériore pour pouvoir y remédier. Les fenêtres sont un endroit parfait pour surveiller la structure des bâtiments. Un minuscule capteur détecte les vibrations qui sont ensuite enregistrées par un ordinateur qui détermine alors de quelle manière et à quel moment la vitre va se briser. Cette fenêtre fait partie d'un système complètement portatif de capteurs environnementaux pouvant surveiller la pression de l'air ou des vents. Il comporte également des capteurs de structure capables d'indiquer où et quand des dommages structurels peuvent apparaître. J'imagine que nous pourrions installer des systèmes dans tous les édifices de manière à surveiller une foule d'équipements essentiels comme des ascenseurs, par exemple. Au moment où il se produirait une détérioration, comme celle qui peut arriver à un câble d'ascenseur ou à n'importe quel autre équipement de sécurité, il y aurait une alarme qui avertirait le gérant de l'édifice que quelque chose ne va pas et qu'il faut y voir. On prévoit que la prochaine étape du programme de soutien architectural sera l'utilisation de la nanotechnologie, c'est-à-dire des micro-appareils capables d'effectuer le travail des capteurs. Ce sont des moteurs minuscules intégrés aux circuits électriques d'une puce au silicone. Pour vous donner une idée de la dimension extrêmement réduite de ces micro-appareils, vous pourriez en mettre un sur la tête d'une aiguille. Les engrenages à l'intérieur sont de la dimension d'un dixième d'un cheveu humain. Les engrenages et le levier détectent les mouvements les plus infimes. Les micro-appareils sont assez petits pour être intégrés à la structure d'un édifice, comme à une poutre de plafond, par exemple, sans en affecter la solidité. Prenez un édifice après un tremblement de terre, par exemple. À l'heure actuelle, si vous voulez savoir s'il est sécuritaire, vous devez y pénétrer et chercher des fissures en présumant que si vous n'en trouvez pas, tout va bien. Grâce à ces petits capteurs peu dispendieux intégrés à la structure, vous pourriez avoir une image beaucoup plus précise de l'état de l'édifice, basée sur de vraies données d'ingénierie. L'information serait transmise électroniquement à un centre de contrôle qui pourra alors fournir un diagnostic précis de l'état de la structure. Mais ce ne sont pas là les seules applications que les ingénieurs envisagent pour cette technologie. À l'heure actuelle, nous considérons les édifices comme des structures passives. Vous les construisez, un point c'est tout. Si vous poussez dessus, elles plient. Elles n'ont aucune volonté propre. Elles n'agissent pas de leur propre chef. Mais grâce aux capteurs, la structure pourrait être à même de réaliser qu'elle est en train de se faire pousser dans une direction ou une autre et elle pourrait réagir. Les micro-appareils vont nous aider à construire des structures plus intelligentes et par conséquent plus sécuritaires. À l'avenir, j'envisage que les édifices pourraient devenir des endroits sécuritaires à l'intérieur desquels les gens pourraient trouver refuge. En cas de problème ou de catastrophe, au lieu d'évacuer les édifices, on pourrait y demeurer et s'y sentir protégé et en sécurité.
Rendons-nous maintenant dans un zoo modèle où l'on tient à tout prix à garder les animaux heureux. Les Esquimaux l'appellent Nanook, ce qui signifie le plus grand. Pouvant atteindre un poids de 800 kg, l'ours polaire est le plus gros carnivore terrestre et dans l'Arctique, c'est un chasseur redoutable. Mais ses qualités indispensables dans la nature lui sont inutiles en captivité. Tussle vit au zoo de l'Oregon, sur la côte ouest américaine. Si elle était chez elle, sur les banquises du Grand Nord, elle marcherait 80 km par jour. Ici, elle tourne en rond. Les animaux en captivité sont en général moins actifs et ils ont tendance à exhiber moins de variantes dans leur comportement. Il s'agit plus d'un problème psychologique que d'un problème d'espace. Les zoos se sont beaucoup transformés depuis quelques années. Les enceintes sont plus spacieuses et plus éclairées. Mais même si les animaux ont plus d'espace pour bouger, ce n'est pas suffisant. Ils doivent être stimulés autrement. Le défi est de faire en sorte que les animaux se comportent comme s'ils étaient en liberté. La solution se trouve dans un nouveau programme appelé l'enrichissement du milieu ambiant. Nous avons voulu offrir aux animaux la complexité et la richesse de leur milieu naturel, de manière à améliorer leur santé autant physique que mentale. C'est ainsi que, pour trouver sa nourriture, l'ours polaire peut maintenant jouer à la cachette. Grâce à son sens olfactif très développé, ils peuvent même trouver des morceaux de poisson ou de fruits gelés dans des blocs de glace. Comme tous les primates, les orang-outans ont besoin de défis mentaux et physiques, comme ils en trouveraient dans leur milieu naturel. C'est ce qu'on leur a offert au zoo de Washington. On a suspendu plus de 100 mètres de câbles grâce auxquels les orang-outans peuvent laisser libre cours à leurs désirs et passer d'une enceinte à une autre. Contrairement aux orang-outans qui ont une diète très homogène, les singes, eux, possèdent des goûts alimentaires variés. Par conséquent, ils s'adaptent bien à un grand nombre d'environnements. Il est assez facile, par exemple, de reproduire dans un zoo les termitières que l'on trouve dans leur milieu d'origine en Afrique. Les singes y introduisent de petits bâtons et ils lèchent ensuite les insectes qui s'y trouvent. Ces changements font partie d'un mouvement global appelé la biologie de l'enrichissement du milieu. Car qu'on le veuille ou non, les zoos sont probablement le dernier refuge pour plusieurs espèces. Les zoos devront continuer d'offrir aux animaux un environnement le plus naturel possible. Nous devrons également diriger nos efforts sur le sort des animaux qui sont encore en liberté, car à moins d'agir rapidement, plusieurs de ces espèces ne pourront pas survivre. Contrairement aux singes, les éléphants d'Asie s'adaptent difficilement à la vie en captivité, particulièrement quand vient le temps de la reproduction. Les éléphants sont parmi les plus gros spécimens du règne animal et c'est pourquoi ils ont tant de problèmes à vivre en captivité. Il est donc vital de varier leur routine de manière à ce qu'ils demeurent actifs. Le meilleur moyen est de leur offrir de nouvelles activités le plus souvent possible afin qu'ils ne s'ennuient pas. C'est un carillon éolien qui a été fabriqué pour les éléphants. Nous obstruons l'extrémité des tubes avec des carottes ou des pommes avant d'y mettre des épices, des arachides ou des raisins. La surprise est un élément important. Ça se voit dans leurs yeux et dans la façon dont ils se saisissent de la nourriture. Le programme d'enrichissement du milieu fait en sorte de garder les animaux plus en santé et plus heureux et pourrait détenir la clé de la survie de plusieurs espèces. Jack, j'ai reçu ta demande pour déplacer cet animal. Le Dr Mike Keel est assistant directeur du zoo de l'Oregon. Il dirige également le programme américain de reproduction des éléphants, ni plus ni moins qu'une sorte d'agence de rencontres pour éléphants.
L'enrichissement du milieu contribue à améliorer la science de la reproduction des animaux dans les zoos. Il est certain qu'un animal dont les besoins sont satisfaits va être plus heureux et ainsi plus porté à se reproduire. Pour les éléphants d'Asie, c'est une course contre la montre. Plus d'un tiers des éléphants nés en captivité ne survivent pas plus de 30 jours et la population actuelle des femelles en âge de reproduire diminue. On voudrait que les zoos deviennent une sorte d'arche de Noé moderne où les espèces en voie d'extinction pourraient se reproduire. Le zoo de l'Oregon a eu tellement de succès dans la reproduction de ces éléphants qu'on lui a demandé de cesser de le faire. Le zoo avait atteint son potentiel maximal de diversification génétique. Toute nouvelle reproduction aurait pu engendrer des malformations génétiques dues au fait que les animaux étaient trop apparentés. Mais l'enrichissement du milieu bénéficie également aux humains de plusieurs façons. La science du bien-être animal pourrait bien avoir atteint la limite qui sépare la science objective de l'émotion subjective. On se sent certainement mieux de pouvoir donner aux animaux le meilleur qui soit. Cela enrichit nos propres vies. Aucun professionnel de nos jours ne pourrait se passer d'une carte d'affaires. Mais mis à part des informations d'ordre général, les cartes d'affaires ont peu à offrir. Voici une amélioration. La carte ROM est en réalité un CD qui a été miniaturisé à la grosseur d'une carte d'affaires. On retrouve à l'extérieur la même information que sur une carte conventionnelle. Mais à l'intérieur se trouvent 16 mégaoctets de données, soit assez d'espace pour contenir le catalogue de la compagnie, des bons de commande et plusieurs pages d'informations sur les différentes activités de cette compagnie. C'est ni plus ni moins qu'un site Internet mobile qui peut être lu par n'importe quel lecteur de disques. Voilà pour cette édition. Au nom de toute l'équipe, à la prochaine conquête.